Bonjour à tous, c'est Kevin pour Trading Analyse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis trader depuis presque 20 ans. Je suis spécialisé dans la microstructure des marchés. J'ai fait des petites vidéos régulièrement entre 2007, 2008 jusque plus ou moins 2015. Pas de manière toujours très continue, après quoi je me suis essentiellement consacré à travailler du côté plutôt institutionnel, travailler avec des fonds d'investissement, des prop desks, etc. Je suis spécialisé dans la microstructure des marchés et dans le training au carnet d'ordre sur les futurs. Donc voilà. Depuis un moment, je voulais refaire des vidéos. Ça fait depuis quelques jours que je prépare du contenu et que l'actualité est autant en termes de trading qu'en termes d'actualité globale, économique, sanitaire, la situation de la crise et du corona font que, eh bien, il y a tellement de nouvelles choses qui se passent tous les jours que chaque fois j'ai l'impression que la vidéo que je vais faire n'est plus à jour avec la situation du marché. Donc là, je prends le taureau par les cornes et on va y aller, on va discuter de pas mal de choses, on va discuter un petit peu du corona. Je ne peux pas parler de tout parce qu'il y a tellement de choses qui se passent sur les marchés, tellement de choses qui se passent d'un point de vue global. Mais je vais essayer de quand même adresser quelques sujets que je pense intéressants en cette période de crise particulièrement violente. Et que ce soit de crise globale, internationale ou de crise financière. Alors, la première chose que je voulais voir avec vous, bien sûr, on va beaucoup parler du Covid-19, comme vous vous en doutez, c'est ceci. Je ne sais pas si vous aviez déjà vu ceci, qui est le Resource Center de la Johns Hopkins University, qui est assez intéressant, qui vous permet de voir à peu près la situation actuelle. Donc pour le moment, je suis en train d'enregistrer cette vidéo, j'ai passé une assez longue journée avec le trading, il y a eu pas mal de limites, move ces derniers temps, il y a une volatilité très forte, il y a très peu de liquidités. Tous les liquidity providers sont plus ou moins hors jeu, on est avec des market makers, on a vu des spreads de 7 à 8, 9 sur le DAX. On a vu des mouvements et des swings très très violents en intraday, pas mal de liquidations, etc. Et il est là maintenant, tandis que je vous parle, heure de Berlin-Paris, donc ce qu'on appelle le Central European Time, il est 23h30, tandis que je fais cette vidéo. Et on voit qu'on a 214 894 cas qui sont confirmés, on a 8732 morts, la journée d'aujourd'hui a été très très sanglante en Italie particulièrement, et alors on a en tout 83 313 cas de recovery, donc de personnes qui ont réussi à guérir du virus. On a la Chine à 81 102, l'Italie à 35 713, l'Iran à 17 361, l'Espagne à 13 910, l'Allemagne à 12 327, la France à 9 052 déjà, Corée du Sud 8 413, avec une stratégie qui a été assez porteuse, parce qu'on se rappelle qu'à un moment ils étaient un des deuxièmes pays touchés par l'épidémie. États-Unis 7 769, UK 2642 et ainsi de suite. Donc voilà, et vous voyez ici effectivement les cas en Chine continentale et les cas dans le monde. Et vous voyez que les cas dans le monde ont largement dépassé les cas en Chine continentale. Et alors vous avez le total des personnes qui ont réussi à guérir du corona. Voilà, donc ressources intéressantes. Je ne sais pas si je peux vous montrer le lien. Voilà le lien ici. Mais si vous googlez ça, vous trouverez cela assez facilement. Bon, alors la première chose dont je voulais parler ici, c'est la spécificité de cette crise. Donc j'ai effectivement tradé pas mal de situations tendues sur les marchés, pas mal de situations de crise. Je pense notamment à la situation qu'on avait en 2008, à la situation grecque,
la situation au niveau de la Grèce, quoi d'autre, oui, Fukushima aussi, voilà. Mais je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Vraiment, c'est extrêmement violent. La première chose qu'il est très important de souligner dans cette situation, c'est que contrairement à 2008, et on est effectivement dans une situation où, d'un point de vue volatilité, d'un point de vue violence, de mouvements en intraday, on a largement surpassé pour ce que je voyais pendant le trading en 2008, pendant les sessions de trading en 2008. La particularité ici, c'est que la crise de 2008 venait du monde financier vers le monde extérieur, avec la situation des subprimes, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. Les plus anciens d'entre vous s'en souviendront. Pour les autres, c'est un sujet à part entière. C'est quelque chose dont on pourra reparler, ou alors vous pouvez faire vos recherches là-dessus en ligne. Mais effectivement, la différence entre 2008 et maintenant, c'est que 2008 venait de la finance vers l'immobilier, vers la bulle spéculative qu'on a connue avec les subprimes, etc. Et effectivement, de là, une contagion, notamment via des CDS, des CDO, problèmes de dépréciation d'actifs, etc., etc. Donc on vient du monde de la finance vers le monde réel. Ici, on vient du réel vers la finance. D'accord, donc ça c'est déjà quelque chose de très très différent par rapport aux autres crises qu'on a pu connaître, ou même quand on pense à la situation de LTCM, Long Term Capital Management, dans les années 87. Donc effectivement, c'est une différence. Quelque chose que je remarque également, c'est que très très souvent, lorsqu'on a des crises comme ça qui commencent sur les marchés financiers, la plupart des personnes dans le monde réel ne sont pas impactées et ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer. Ici, ce n'est absolument pas le cas. On vient du réel vers les marchés. Si vous observez bien, il y a énormément de secteurs qui sont touchés, en particulier tous les secteurs liés au tourisme, le secteur de l'aviation. Vous avez énormément de problèmes dans énormément de secteurs. Il y a la situation parallèlement à ça, le problème entre l'Arabie Saoudite et la Russie, qui a effectivement envenimé encore la situation en poussant les prix du pétrole vers le bas. Je ne vais pas le rappeler en détail, mais effectivement un output, une augmentation de la production saoudienne, les prix poussés vers le bas, un bras de fer russo-saoudien qui a effectivement poussé les marchés du pétrole à l'ouverture de la session en Arabie Saoudite vers le bas. Et donc effectivement une vente dont on se rappelle qui a eu lieu déjà il y a quelques jours maintenant, très très violente du pétrole. Ce problème ayant entraîné des margin calls pour la plupart des gros fonds d'investissement. Et quand vous avez des margin calls, c'est un petit peu pour ceux les plus anciens d'entre vous, vous rappellerez qu'en 2008, on avait effectivement un problème avec le yen, et dès le moment où vous aviez le yen avec la situation du carry trade, donc énormément de personnes qui étaient titulaires de USD yen, et dès le moment où vous avez le yen qui a commencé à devenir fort et le dollar qui a commencé à devenir faible en raison des politiques de taux qui étaient appliquées par la Réserve fédérale, eh bien vous avez effectivement eu une situation où dès que le yen faisait des plus hauts, eh bien vous aviez, excusez-moi, je dis exactement l'inverse de ce que je veux dire. Dès que le dollar faisait des plus bas et le yen faisait des plus hauts, vous aviez une situation où tout était absolument vendu pour payer les appels de marge qui étaient liés à ce carry trade tenu par énormément de fonds d'investissement. Et là, vous avez beaucoup de fonds qui étaient très leveragés sur les énergies et qui se retrouvent à chaque baisse du pétrole à devoir liquider absolument tout. Ceci a pour conséquence le fait que les relations intermarchés, ce qu'on appelle les intermarket relationships, sont complètement chamboulés. Et notamment, ce que vous aurez remarqué, le plus évident, c'est effectivement ce qui se passe au niveau de l'or. D'accord, donc vous avez l'or qui est vendu alors que dans cette situation, normalement, il devrait être acheté parce que vous avez la plupart des fonds qui balancent absolument tout ce qu'ils ont pour payer
les appels de marge sur les énergies. Et ça crée ces situations-là. Donc il est très difficile d'utiliser les relations intermarchés pour l'instant. Alors, une autre petite chose dont je voulais discuter avec vous, c'est ce rapport qui a été rendu hier par l'Imperial College. Vu qu'on parle des chiffres du corona, on entend un petit peu tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est un petit peu le rapport qui correspond, je ne sais pas s'il est directement lié, mais au revirement stratégique du Royaume-Uni, qui voulait utiliser la stratégie dite de l'immunité collective, en laissant effectivement la plupart des individus plus libres que dans les pays qui ont opté pour une stratégie de confinement. Donc je vous invite à lire ce rapport qui est extrêmement intéressant, qui est fait par l'équipe de l'Imperial College. Et effectivement ici, ils ont fait des prévisions qui étaient assez alarmantes en termes de morts. Donc d'où le revirement stratégique de la Grande-Bretagne. Alors, vous avez ici les tranches d'âge. Donc ça, c'est très important parce qu'elles sont plus ou moins les mêmes dans tous les pays. Vous avez ici la tranche de 0 à 9 avec les cas qui demandent une hospitalisation, les cas qui demandent une gestion critique, donc de type urgente, de la situation. Donc vous voyez que vous avez quand même ici 0,1% avec 5% de ces 0,1% qui demandent une hospitalisation urgente avec une assistance importante. Vous avez 0,3% sur les 10 à 19, 1,2% sur les 20 à 29, 3,2% et ça monte avec l'âge, comme vous le savez, et sachant que les personnes âgées sont les personnes les plus touchées. Et vous voyez qu'ici, on est à 27,3% d'hospitalisation. Donc ici, effectivement, avec des soins critiques pour 70% de tout cela. Avec ici le nombre de décès qui monte jusqu'à 10% pour la tranche des personnes qui ont 80 ans. De 70 à 79, on est à 5,1 et ainsi de suite. Alors ça, c'est la première chose intéressante de cette étude. La deuxième chose, voilà, ici sont les différentes stratégies. Je vous laisserai regarder ça en détail, mais case isolation in the home, voluntary quarantine, social distancing of those over 70 of age, social distancing of the entire population, c'est un petit peu la stratégie que nous suivons, notamment en France. Closure of schools and universities. Et alors vous avez les résultats ici qui sont particulièrement intéressants. Donc ici c'est l'estimation des morts par jour. Donc vous voyez avril, mai, juin, juillet avec un pic ici qui est prévu au mois de juin avec effectivement un total ici pour l'Angleterre de 510 000 et un total pour les États-Unis de 2 200 000. Ce qui est important. Maintenant, effectivement, il faut garder à l'œil que c'est dans les groupes critiques qu'on a vu un petit peu plus haut, donc des personnes un peu plus âgées ou alors des personnes jeunes mais un peu plus fragilisées. Cases per 100,000 populations. Donc ici, vous voyez que c'est un petit peu plus approximatif, mais là où c'est très intéressant, c'est ceci. Et à mon sens, c'est ceci qui est à l'origine du revirement stratégique de Boris Johnson et de la Grande-Bretagne. Alors, observons. Vous avez ici la stratégie qui vise à ne rien faire du tout. Vous avez ici la fermeture des écoles. Vous avez ici case isolation strategy. Ici, case isolation et quarantaine. Et alors, case isolation, home quarantine and social distancing, c'est la stratégie française. Et vous voyez que ça minimise relativement les chiffres. Et vous voyez la différence entre la fermeture des écoles simple, ne rien faire, le case isolation avec quarantaine, et ici, social distancing, home quarantine et case isolation pour les plus de 70 ans. Voilà.
Et je trouvais que c'était assez intéressant parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Et ici, ce sont des chiffres qui sont particulièrement solides. Alors, la problématique dans tout ça, le problème principal, c'est effectivement la saturation du système de santé, qui est la raison principale pour laquelle eh bien, on est particulièrement sous tension dans ces situations et pour laquelle il faut absolument préserver au maximum, respecter toutes les mesures qui sont prises et donc de cette manière-là préserver les personnes plus âgées et plus vulnérables. Alors, voilà, ici c'est les explosions en termes de capacité de gestion dans les hôpitaux. Voilà, et ceci est une étude qui est sortie hier. Voilà, ça c'était le plus important que je voulais partager avec vous dans cette étude-là. Alors, autre chose, parlons maintenant d'un point de vue purement économique. Malheureusement, mes chers amis, bien que eh bien c'est toujours pour moi quelque chose d'intéressant de partager mes visions et d'échanger avec vous, c'est dans des circonstances un peu tristes. J'aurais aimé refaire ma première vidéo dans des circonstances un peu plus joyeuses. Ici, vous avez, on va passer côté économique, vous avez les chiffres de Goldman Sachs, les dernières prévisions de Goldman Sachs au niveau de l'économie mondiale. Rappelons effectivement que les États-Unis sont la première économie mondiale et qui voit commence à parler d'une potentielle récession et la Chine est la deuxième économie mondiale. Elle est passée, je tradais déjà quand la Chine est passée avant le Japon en deuxième économie mondiale. Et effectivement, on voit que on reconsidère à la baisse. Ici, c'est donc le forecast de Goldman Sachs pour le GDP mondial. Et vous voyez ici que c'est le nouveau forecast qu'on a. Alors ici, ce qui est très intéressant ici, vous voyez Goldman Sachs Global Investment Research. Pour les États-Unis, vous avez ici chaque fois la situation en 2009, ici, la situation en 2001, et alors le forecast pour 2020, qui à mon avis va encore être sujet à des changements, compte tenu du fait que l'économie réelle est presque complètement au ralenti. Ça touche quasiment tous les secteurs, il n'y a qu'à voir l'état de nos rues européennes pour se faire une idée, et l'impact va être très très violent. Maintenant, il est certain que la plupart des banques nationales et centrales sont préparées à lancer des mesures parmi les plus inventives, sachant que les taux sont déjà très très bas dans la plupart des endroits, que ce soit dans la zone euro avec la Banque Centrale Européenne, que ce soit au niveau de la Banque d'Angleterre ou que ce soit au niveau de la Réserve fédérale américaine, nous avons déjà des taux particulièrement bas et des rounds maintenant de quantitative easing qui ont été lancés. Ce qui est très gênant, c'est qu'elles ont été complètement ignorées. Les marchés, pour l'instant, sont incrédules par rapport à je dirais, à l'habilité des gouvernants et des institutions à gérer cette crise, car elle est véritablement sans précédent dans le monde moderne. Alors, pour continuer, vous voyez ici les États-Unis, nouveau forecast, la zone euro, forecast ici, le Japon, forecast. Vous avez ici, avec la Chine, les trois zones les plus importantes. United Kingdom, donc la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie, la Chine, l'Inde et la Corée du Sud. Une particularité de la crise de 2008 est que le ralentissement général mondial était compensé par la Chine et par une croissance chinoise forte. Cette fois-ci, comme vous le savez, la Chine est au ralenti. Je ne sais pas si vous avez vu certaines vidéos partagées par des personnes qui travaillent sur les ports, qui montrent clairement que que la plupart des ports qui appartiennent, dont le capital est essentiellement chinois en général, sont complètement vides. Il y avait une dame qui disait, qui travaille là-bas comme camionneuse, donc qui part avec des containers,
dont c'est le travail, et qui disait d'habitude elle ne s'est pas passée. Il y a des containers qui sont hauts comme des buildings, et là pour le coup, il y a moyen de passer sans problème, on passe au travers. Donc ça c'est un petit peu la situation dans laquelle on est pour le moment. Alors, je continue... attendez, j'ai perdu un petit peu le fil, mes amis, de ce que je voulais vous dire. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est un petit peu la différence. C'est la situation. Cette situation chinoise rend les choses d'autant plus complexes. Et à mon avis, il y aura très clairement un rethink, une recréation des chaînes d'approvisionnement telles qu'on les a connues. Et il va falloir repenser, après cette crise, repenser la mondialisation. Voilà, voilà. Alors, là-dessus, pour ne pas faire trop long, attendez, qu'est-ce que j'avais d'autre que je voulais voir avec vous? Oui, non, je pense que c'est vraiment l'essentiel. On va pas trop s'éterniser vu qu'il est déjà tard. Il faut encore que je vous envoie cette vidéo. Donc on va jeter un petit coup d'œil ici au marché proprement dit. Au marché proprement dit, et voir un petit peu l'ampleur de cette situation sans précédent. Alors vous avez ici, c'est simplement, ici vous avez le daily, ici vous avez le weekly, et ici vous avez le monthly. D'accord? Alors quand vous observez ces trois graphes ici, attendez, on va reprendre... et au fait, je vous raconte n'importe quoi parce que j'avais... Voyez, ceci, c'est l'arrêt de cotation, particulièrement dangereux. Je reviendrai, j'essaierai de vous refaire quelques vidéos assez régulièrement. Voilà, on va le reprendre en daily. Mais les arrêts de cotation, c'est très, très, très dangereux. Faites très, très attention. Vous vous retrouvez sur un arrêt de cotation, vous êtes bloqué, les marchés peuvent s'arrêter et rouvrir beaucoup plus haut ou beaucoup plus bas avec des gaps, et vous êtes exposé à tout. Il y a tout qui peut se passer, surtout dans cette période particulièrement dissolue. Alors, le Nasdaq, vous voyez ce que ça donne sur le Nasdaq. Vous avez ici l'ATR, donc le range journalier. Le range journalier, au fait, c'est le range de la journée et la moyenne des 7 jours. Un lissage sur la moyenne des 7 jours, ou 14 jours, je pense. Attendez, on va vérifier. Oui, c'est ça, 14 jours, excusez-moi. On est sur 14 et sur une journée. Ça vous donne un petit peu une idée. Regardez l'explosion de la volatilité. Mais de toute façon, on le voit à l'œil. À ce stade, les indicateurs ne sont même pas nécessaires. Ici, vous avez le Russell. Vous voyez, très très vendu également. Enfin, tout est vendu. Le Dow Jones, qui est de retour aux alentours de 19 760 là maintenant. l'E-mini S&P. L'Eurostoxx. Très très violemment vendu. Le DAX. Très très violemment vendu également. J'ai vu une étude de Goldman qui prévoyait que 70% des Allemands contracteraient le virus à un moment donné. Le problème, au fait, à mon sens, dans cette situation, c'est vraiment les asymptomatiques. Donc même les chiffres que nous avons maintenant sont complètement tronqués par le fait qu'une grande majorité n'ayant absolument aucun symptôme, il est extrêmement difficile de la diagnostiquer. Et donc, vu que vous n'avez pas de symptômes et que vous êtes confiné, vous êtes porteur sans le savoir. C'est ça toute la difficulté, et c'est pour ça qu'il faut prendre tous ces chiffres officiels avec des pincettes. Voilà, le mini DAX, le petit frère du DAX. Oh, attendez. Ah voilà, ça traîne un petit peu. Voilà, le mini DAX ici. Ce qu'il faut dire pour ceux qui tradent, j'avais pris ici... quelque chose d'intéressant sur la plateforme Atas, que je commence à utiliser, je tâtonne encore un petit peu, mais que je commence à utiliser. Et alors ce que je trouve très intéressant, je vais revenir avec ces choses dont je vous parle depuis des années, car si vous le savez, je vous parle de ces techniques de delta, de profiling, de tape depuis plus de 10 ans. Depuis plus de 10 ans. Et vous voyez énormément de slippage. Vous voyez, 0,0, tout ça, c'est du slippage que vous avez à l'intérieur de vos chandeliers. Et ce slippage est lié à plusieurs choses. Tout simplement, les market makers, qui sont les seuls à être obligés à coter en ordre limite
dans ces périodes extrêmement violentes, ont diminué la liquidité, augmenté les spreads. Tous les liquidity providers qui, eux, n'ont pas l'obligation d'être là, mais qui ajoutaient de la liquidité, sont tout simplement sortis de ce marché, ne sont plus là, ont éteint les bots de trading. Et donc la liquidité, qu'est-ce que c'est? Je vais quand même vous la refaire, hein. C'est quelque chose que je vous ai répété encore et encore et encore, tel un vieux disque rayé d'un chanteur populaire, n'est-ce pas? C'est effectivement le clash entre du liquidity taking et du liquidity providing. Et donc, dès le moment où ceux qui consomment la liquidité sont plus gourmands que ceux qui apportent la liquidité, vous avez le résultat, c'est de la volatilité. Voilà. Et la volatilité s'exprime par ce genre de chandelier. Quand on regarde grâce à cette plateforme ici, les deltas à l'intérieur, vous voyez, slippage. Ça veut dire quoi concrètement? 1, 2, 3, 4 ticks de slippage ici sur le mini DAX. Vous avez passé un ordre marché, vous êtes déjà en rouge de 4 ticks. Voilà. Donc, plus votre spread de 1 tick, donc vous êtes à 5, d'accord, minimum. Et ça, c'est si le spread est bien d'un tick. Donc, vous voyez un petit peu pourquoi ces marchés sont très porteurs en opportunité. Attention, mais ce sont des marchés où il faut vraiment savoir ce qu'on fait. Et il n'est pas de mauvais augure si on est encore débutant de rester un petit peu sur la touche, d'observer ou de se cantonner vraiment à quelques setups bien connus. Donc voilà, alors sans transition, vu que nous parlons de volatilité, on va transiter vers ici tout d'abord le VIX. Hein, vous voyez, le VIX, qu'est-ce que c'est le VIX? J'en vois qui ne connaissent pas le VIX. Eh bien, c'est très simple. Le VIX, c'est l'indice de la volatilité des options du Chicago Board of Options Exchange à Chicago. Et concrètement, au plus les options sont volatiles, au plus la peur est élevée, car l'option est utilisée comme un outil de couverture pour hedger les sous-jacents, comme un outil d'assurance pour simplifier les choses. Et donc, au plus elles sont volatiles, au plus la peur est élevée, au plus on essaye de se protéger contre un risque donné. Et vous voyez qu'on a un VIX qui a touché ici en intra aujourd'hui un new high. Chaque fois que vous voyez une petite boule bleue, c'est un new high à 85%. Je rappelle ici qu'il y a encore quelques jours, nous étions à 19% sur le VIX. Alors, l'équivalent européen du VIX, vous avez ici, je l'ai en futur, c'est le VSTOXX. Ok, le VSTOXX du marché de l'Orex, d'accord, dont le ticker, pour ceux que ça intéresse, est FVSM20. D'accord, F c'est bien un V, hein, on dirait un U, mais FVSM20. Voilà. Alors, regardez, les taux, c'est ça qui est d'autant plus incroyable, c'est que les taux aussi sont vendus, tout est vendu. Vous avez ici la dette italienne que je voulais vous montrer, contrat futur sur la dette italienne, contrat futur sur la dette française, hein, l'euro Haute Futures échéance juin 2020, qui est trashed, mais vraiment très violemment. Vous avez ici le Bund. Voilà, les marchés ici, regardez, la ligne rouge que vous voyez, c'est la moyenne mobile 200 qu'on appelle dans la plupart des salles des marchés la ligne de béton qui généralement n'est jamais traversée. Vous voyez qu'elle a été, bon ici c'est un petit touch and go sur le chat, mais sinon sur la plupart des autres marchés, elle est largement violée. Vous voyez la dette française et la dette italienne qui prennent cher. Le crude, extrêmement vendu, incroyable. Ça, c'est vraiment quelque chose de très violent pour énormément de fonds qui était long. Leveragé, c'est ce que je vous expliquais sur le crude. 20,62 sur le crude, c'est vraiment du jamais vu. C'est incroyable. Alors, dollar index. Il y a plein de gens qui se retrouvent hors de business définitivement. S'ils ont cru qu'ils pouvaient acheter cela. Il y a énormément de traders du crude, même des anciens traders de crude qui se retrouvent out of business dans cette situation. C'est ce qu'on appelle un événement rare, un black swan. D'accord, cette histoire de Corona est un black swan. Alors, le dollar index est ici le seul qui
pousse, et toujours cette relation dont je vous parle, ceux qui me connaissent le savent, depuis 12 ans je vous en parle, au plus le dollar monte, au plus vous allez avoir de la pression baissière sur les indices. Les gens veulent du cash. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous vendez quelque chose, hein, pensez à ceux qui sont traders forex, être acheteur sur le DAX par exemple. Le DAX, si c'était une paire de devises, ce serait FDAX euro. Donc chaque fois que vous achetez le DAX, vous vendez de l'euro. Ok? Chaque fois que vous vendez le DAX, vous achetez de l'euro, donc vous êtes long euro et vendeur de DAX. Et même chose pour les indices. Chaque fois que vous achetez le mini Dow, vous êtes short, entre guillemets, vous êtes vendeur, pas short, mais vendeur sur le dollar index. Et chaque fois que, enfin sur le dollar, de manière générale. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'est le dollar index, parce que ça fait déjà 30 minutes, je m'étais promis de ne pas dépasser 20, et pourtant je n'ai pas dit le 10e de ce que je veux partager avec vous, mais promis, j'aurai essayé de faire des vidéos plus régulièrement. Vous avez ici une grande demande pour du dollar. Ici, tout le monde est en train de vendre. Vous prenez l'IS, ben, c'est IS dollars. Et donc, chaque fois que vous vendez ces dollars, vous voulez de l'argent. Vous voulez du liquide. Et vous voyez que la demande ici en dollars est en train de se faire sentir très sérieusement. J'essaierai de vous parler des mesures alternatives qui sont en train de se décider. QE, bazooka, etc. etc. Mais ce sera pour une prochaine fois. Alors, l'or, vous voyez que l'or ici, dommage collatéral. Moi, je pense que cet or va se réveiller dès le moment où, et vous voyez, il n'a pas été aussi violemment vendu que les autres, mais il est vendu pour payer des appels de marge. Il est vendu parce que dans un marché comme ça, tout est vendu. Alors, le cuivre m'intéresse. Pourquoi le cuivre m'intéresse, me demande-t-on? Eh bien, tout simplement parce que le cuivre, c'est la matière première industrielle par excellence. On se rappelle du réveil des cours du cuivre qui correspondait avec le réveil de la Chine. Et donc, effectivement, il faut du cuivre dans tout processus de production industrielle. Et vous voyez comment ce cuivre a été très violemment vendu. Hein. Il n'a même pas attendu depuis le début des problèmes en Chine. Alors, les bons du trésor à 30 ans, voilà, c'est vendu, mais ça tient encore relativement. Les 10-year notes US, 10-year notes US, voilà, vous voyez, c'est vendu en dommage collatéral, mais on n'est pas, regardez, pour faire la comparaison, je vous mets le IS, vous voyez, et je vous mets les bons du trésor à 30 ans et les 10-year notes. Vous voyez, on n'est pas, c'est pas la même limonade. Alors, aujourd'hui, c'était le pound qui était particulièrement trash. Bon, dollar canadien très corrélé au cours du pétrole, les marchés de l'euro, le British pound, hein, avec le volte-face de Boris Johnson, l'euro pound, forcément, dans l'autre sens, Aussie, également très corrélé aux matières premières, Suissie, le franc suisse, tout est vendu. Vous n'avez vraiment ici que les deux seuls qui sont vers le haut, c'est forcément l'indice de la peur, le VIX, hein, qui est ici non tradable, mais qui existe également en contrat tradable, et alors ici le VSTOXX, qui lui est un contrat futur Eurex, qui est tradable, mais qui n'est pas très liquide, et alors le dollar index, qui lui est un contrat qui trade sur l'ICE. Pour ceux qui ne connaissent pas le dollar index, il est tradable, il est basé sur le composite, donc son sous-jacent est le composite. Voilà, bon, je sais que ce n'est pas grand-chose, et je débranche mon casque, je sais que ce n'est pas grand-chose dans ce contexte d'affolement particulier, mais j'espère que ça vous aide, j'espère que ça aide à mieux comprendre un petit peu cette situation, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et s'il vous plaît, préservez-vous, préservez les vôtres, préservez les anciens, et essayons d'être le plus responsable possible. Voilà, un grand merci, au revoir.